Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Zoom webinaire du groupe Talent de Respire. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir deux intervenantes. Camille Gourdon, qui est avocat au sein du cabinet Alchemist Avocat, et Emmanuelle Chanioufi, qui est à la fois conseillère privée en voyage et qui intervient chez Travel Class, entreprise de formation dédiée au métier du tourisme. Nous allons parler aujourd'hui télétravail. Vous saurez tout sur le télétravail avec deux visions. La vision de Camille, qui est la vision juridique de savoir ce qu'il faut mettre en place quand on souhaite lancer le télétravail dans son entreprise. Et puis, la vision pratique qui nous sera commentée par Emmanuel, qui va nous expliquer comment au quotidien travailler en télétravail et encadrer aussi du personnel en télétravail. Camille, vous allez pouvoir partager votre écran quand vous voulez. Alors, je vous partage ça. Hop. Et je vous laisse la parole. Ça marche, merci beaucoup. Alors, je partage et ensuite on y va. Alors, où est-ce que... Ah, c'est là. Hop. Voilà, je suppose que vous voyez normalement s'afficher notre présentation. Donc, Ça marche. Ok, super. Comme l'a dit Frédéric, donc moi je vous parle un petit peu du cadrage juridique du télétravail, on va dire, et puis ensuite je laisserai parler Emmanuel. Alors, juste en deux mots, Frédéric vous a dit que moi j'étais avocate au sein du cabinet Alchemist, donc ça fait 7 ans que je fais le droit du travail, principalement côté employeur, mais également aussi de temps en temps côté salarié. Donc ce qui donne une bonne vision un peu des difficultés qu'on peut avoir avec le télétravail, un peu des deux côtés de la barre, si je puis dire. Alors, on attaque avec la définition du télétravail. Finalement, sur le télétravail, on n'a pas grand-chose dans le Code du travail, à part cette définition qui nous dit que le télétravail, c'est toute forme d'organisation du travail dans lequel, en gros, le salarié aurait pu travailler dans les locaux de l'employeur, mais le fait en dehors, en utilisant des technologies de l'information et de la communication. Donc, en gros, c'est à chaque fois que l'un de vos salariés travaille pour vous, mais en dehors de vos locaux. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en réalité, l'encadrement juridique légal du télétravail est assez limité. On a finalement très peu de choses dans le Code du travail pour nous aider à mettre en place, encadrer et puis régler les litiges en termes de télétravail. On a en tout et pour tout 3 petits articles dans le Code du travail qui doivent nous servir de règles. Et puis ensuite, on a 2 accords nationaux, en l'occurrence interprofessionnels, qui sont un peu vraiment, qui sont des accords généralistes, interprofessionnels, donc qui vont concerner quasiment toutes les branches, dont celle du tourisme, mais qui posent des guidelines vraiment très générales en matière de télétravail. Et vous verrez qu'on n'a rien de très contraignant finalement dans ces accords interprofessionnels. Et après, le dernier niveau de réglementation que vous pouvez avoir dans vos structures, c'est si vous avez des choses spécifiques dans vos conventions collectives. C'est assez rare en pratique, ou encore une fois, s'il y a des choses, c'est généralement des éléments généraux de contexte et qui ne sont pas forcément toujours contraignants, mais il faut bien penser à vérifier. Et puis après, bien sûr, pour les plus grosses structures, quand vous avez négocié en interne des accords d'entreprise qui concernent le télétravail, évidemment, vous vous engagez à les respecter. Et donc là, tout ce que vous aurez prévu dans ces accords d'entreprise, là, c'est important et c'est très contraignant. Mais finalement, quand on est une petite structure qui n'a rien dans notre convention collective, on n'a pas grand-chose en cadrage juridique sur le télétravail. D'où les problèmes d'ailleurs que ça peut générer quand ça se généralise, comme c'est le cas en ce moment d'ailleurs avec la crise sanitaire. Alors, ce que nous dit quand même le Code du travail sur qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je veux mettre en place le télétravail ou passer un salarié en télétravail, ce que me dit le Code du travail, c'est que j'ai plusieurs options, j'ai plusieurs supports juridiques que je peux utiliser pour mettre en place le télétravail. Donc, si je le souhaite, je peux le faire par accord d'entreprise.
Donc, pour les plus gros employeurs, les structures de taille plus importante, quand vous avez un délégué syndical, vous êtes obligé de lancer une négociation et de faire ça par accord d'entreprise. Mais pour les autres, toutes les autres sociétés dans lesquelles il n'y a pas de délégué syndical, l'accord d'entreprise n'est qu'une option parmi d'autres. Donc, vous pouvez très bien vous en affranchir et décider de faire ça par charte. Donc, globalement, c'est-à-dire que c'est l'employeur dans son coin qui rédige un projet de document qu'on appelle une charte qu'il va soumettre si vous avez des représentants du personnel aux représentants du personnel et qui ensuite sera mise en place. Donc, c'est quand même un format assez souple où finalement, c'est l'employeur qui a la main sur le document de base pour la mise en place du télétravail. Et si vraiment on n'a pas du tout envie de formaliser le télétravail à l'échelle de l'entreprise, qu'on a envie que ça concerne seulement certains salariés ou certaines situations, le Code du travail est même assez souple parce que parmi les options qui vous sont ouvertes pour mettre en place le télétravail, le Code nous dit qu'un simple accord entre le salarié et l'employeur formulé par tout moyen va suffire. Donc finalement, vous mettez d'accord par un échange de mails entre vous, employeur, et monsieur X, salarié, eh bien, ça suffit pour juridiquement fonder votre télétravail. Alors après, ce n'est pas conseillé. Nous, ce n'est pas le conseil qu'on donne à nos clients en tant qu'avocat, mais vous êtes quand même dans les clous de la loi si vous formalisez ça juste par email avec tel ou tel salarié. Donc, c'est quand même bon à savoir, c'est-à-dire que soit vous avez envie de mettre en place un télétravail à grande échelle et puis vous pouvez travailler des chartes. Si c'est ponctuel pour des contraintes personnelles de tel ou tel salarié, ça peut aussi se faire un peu à l'amiable par email ou par un petit écrit. Donc, voilà un peu pour le cadre de mise en place du télétravail. Ce qu'il faut quand même avoir en tête dans tous les cas, et ça c'est des principes généraux qui viennent se superposer à ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, c'est que si vous avez donc un CSE, donc des représentants du personnel, que vous concluez un accord d'entreprise ou que vous mettiez en place une charte, il faudra les en informer et il faudra les consulter sur ce point puisqu'ils doivent être consultés pour ce type de décision structurante en matière d'organisation de travail. Donc, vous pouvez élaborer votre charte, si je puis dire, dans votre coin en tant qu'employeur, mais par contre, faites-la bien valider par vos représentants du personnel quand vous en avez. Et ensuite, il y a un autre principe structurant qui est que le télétravail doit faire l'objet en fait d'un accord obligatoire du salarié. Finalement, le télétravail, les deux parties doivent être d'accord, le salarié et l'employeur. Donc, l'employeur ne peut pas imposer à un salarié le télétravail et à l'inverse, le salarié ne peut pas exiger le télétravail de la part de son employeur. Donc, quand vous faites une charte de mise en place du télétravail, vous ne pouvez pas décider dans votre charte de l'imposer à telle ou telle personne. Ce sera forcément soumis à accord du salarié. Et donc, c'est aussi pour ça que moi, c'est ce que je vous disais, quand on envisage la mise en place du télétravail, je recommande toujours, si c'est à grande échelle, d'avoir un accord d'entreprise ou une charte pour fixer le cadre directeur et d'avoir, pour matérialiser cet accord, un avenant. Donc, un avenant au contrat de travail qui matérialise l'accord entre le salarié et l'employeur. Et pas un simple email, pas un coup de téléphone et pas une note de service. Ça, c'est une recommandation parce que sinon, je ne vois pas comment vous pouvez bien justifier de l'accord du salarié. Donc, voilà un peu. Donc, moi, mon conseil, c'est une charte et un avenant. Comme ça, les choses sont claires et les bases du télétravail sont posées. Donc, partons du principe que vous souhaitez, on va dire, généraliser le télétravail dans vos structures. Vous m'écoutez, vous voulez rédiger un accord ou une charte pour poser le cadre légal. Et à ce moment-là, vous avez quelques dispositions qui vous sont imposées par le Code du travail et qui doivent figurer dans cet accord ou cette charte. Et puis après, vous avez un certain nombre d'autres précisions que moi, je juge utiles et que donc je vous recommanderais d'insérer aussi dans ces supports. Donc, sur le contenu minimal, vous verrez que c'est finalement assez logique ce qui est imposé aux employeurs par le Code du travail. On vous demande simplement de fixer les conditions de passage et de retour à une exécution normale.
Et ça, c'est un point important à retenir avec le télétravail, c'est qu'en fait, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui doit toujours faire l'objet d'un accord réciproque. Donc, employeur-salarié doivent être tous les deux d'accord. Donc, à tout moment, si l'une ou l'autre des parties n'est plus d'accord pour le télétravail, eh bien, on doit pouvoir revenir à une exécution normale, c'est-à-dire en présentiel, du contrat de travail. Et la charte ou l'accord ont vocation à en préciser ces conditions. Donc, généralement, nous, ce qu'on recommande dans nos chartes, c'est de prévoir une période d'adaptation de 2 mois pendant laquelle chacune des parties peut librement revenir avec un tout petit délai de prévenance. Et puis, pendant tout le reste de la durée de l'avenant, des conditions de réversibilité, c'est-à-dire qu'à tout moment, l'une ou l'autre des parties peut revenir à une exécution en présentiel du contrat de travail, moyennant un délai de prévenance, qui là peut être un peu plus long, on peut dire 1 mois, 2 mois, pour laisser aux parties le temps de s'organiser de part et d'autre. Mais cette période d'adaptation et ces modalités de réversibilité, ça fait partie des choses qui doivent figurer dans la charte ou dans l'accord. Doivent aussi figurer évidemment le principe de l'acceptation du salarié, les règles de contrôle du temps de travail et de la charge de travail, on y reviendra un peu après, les plages horaires de contact du salarié, c'est un peu lié, on y reviendra aussi, et puis vous devez effectivement aussi toujours favoriser le télétravail et l'accès au télétravail pour les travailleurs handicapés. Bon, ça c'est, ce sont, voilà, il n'y a rien de contraignant à ce sujet, mais généralement on indique toujours dans un article qu'en cas de travail handicapé, travailleur handicapé, pardon, et bien forcément les modalités pourront être adaptées en fonction du handicap. Après, une fois qu'on a mis ça dans notre accord, il y a un certain nombre d'autres choses que je vous engage à clarifier dès le départ quand vous concluez des chartes ou des accords. D'abord, il faut régler la question de l'éligibilité. Qui est éligible? Qui peut télétravailler? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est par service? Est-ce que c'est par classification conventionnelle? Est-ce que c'est en fonction du poste de manager ou pas? On peut tout envisager comme clé de répartition à partir du moment où c'est une clé de répartition objective. On ne peut pas mettre les blonds oui, les roux non. En revanche, si vous faites un critère objectif, vous avez la main sur la définition d'éligibilité. En revanche, je vous invite vraiment à bien le cadrer, le formuler, le rédiger dans la charte et dans l'accord. Ce qu'il est bien aussi de clarifier, c'est qu'il y a un certain nombre de documents qui sont à fournir par le salarié pour vérifier que leur logement est bien conforme, etc. et puis se couvrir en termes d'assurance. Donc, on a 2 documents majeurs que l'employeur doit avoir dans son dossier quand il met en place le télétravail. Il y a une attestation du salarié qui affirme sur l'honneur que ses installations électriques sont conformes. Souvent, on oublie de le faire parce que ce n'est pas forcément inné. Et pareil, une attestation de l'assureur du salarié qui confirme que le logement est bien couvert pour le télétravail, en gros. Et ces 2 documents-là, si vous voulez être parfaitement dans les clous en tant qu'employeur, il vous les faut. Donc, c'est bien de prévoir dans l'accord ou dans la charte que le salarié doit vous les fournir. Et ensuite, il y a un autre grand pan très important qui est du télétravail et qui souvent fait l'objet d'un contentieux assez important quand ça n'a pas été cadré en amont, c'est les conditions de prise en charge des frais qui sont liés au télétravail. Et alors là, c'est le grand flou artistique. J'ai l'impression que souvent, ni les salariés ni les sociétés ne savent vraiment qui est censé faire quoi. Alors, donc, sur la question des frais, on a deux choses distinctes à aborder. D'abord, on a la question de savoir si, en tant qu'employeur, je dois dédommager mon salarié parce qu'il utilise finalement son domicile pour une activité professionnelle. Et ça, pour le coup, c'est assez facilement tranché. C'est la question de verser ce qu'on appelle une indemnité d'occupation professionnelle. Est-ce que je dois verser ce type d'indemnité? Et là, la loi nous répond assez clairement, non, vous ne devez payer ce type d'indemnité que si le salarié n'a pas de locaux à sa disposition.
Donc, si vous n'avez que des salariés en télétravail, oui, vous devrez réfléchir à cette question, mais c'est quand même assez rare. Souvent, la société, elle a des locaux et le télétravail, c'est qu'une modalité supplémentaire. Donc, dans ces cas-là, aucune indemnité d'occupation du domicile n'est due. Après, deuxième question quand on s'intéresse aux frais, c'est quid des dépenses qui sont liées au télétravail. Donc, ça va être Internet, téléphone, ordinateur, papier, tout ça. Comment on se répartit ça? Et donc là, sur le principe, ni le Code du travail, ni les accords interprofessionnels ne prévoient de règles définitives et d'obligations légales d'indemniser le salarié à ce titre-là. Le seul principe qu'on a pour régler cette question des frais, c'est l'obligation générale de tout employeur de rembourser aux salariés ses frais professionnels. Ça concerne quand il va dans un restaurant avec un client, quand il est en présentiel. Et c'est cette même obligation générale-là qui peut vous imposer de payer certains frais. Concrètement, ce que ça signifie en pratique, c'est que si vous avez un salarié tatillon qui vient vous dire qu'il a utilisé X feuilles de papier pour faire tel projet et qu'il arrive à justifier que ça a bien, donc depuis chez lui en télétravail bien sûr, et qu'il arrive à justifier que c'est bien une dépense faite dans un but professionnel, vous êtes censé indemniser cette ramette de papier. Mais si le salarié ne vous demande jamais rien, vous êtes dans les clous en ne payant rien, parce qu'il n'y a pas d'obligation formelle de payer des frais. Alors, ceci étant dit, ce n'est pas forcément le plus malin que de vouloir laisser perdurer ce flou juridique qui existe. Moi, je suis plutôt d'avis de clarifier les choses dans l'accord ou le support juridique d'origine. Donc, dans votre charte, dans votre accord d'entreprise, moi, je pense qu'il faut clarifier. Et donc là, on arrive à la question de oui, mais en tant qu'employeur, si je veux bien payer quelque chose, est-ce que ça va être déductible? Est-ce que ça va bien être compté comme des frais professionnels, pas comme du salaire qui va être soumis à charges sociales, etc. Parce que ça, c'est quand même un point important. Quand on a une dizaine de salariés en télétravail et qu'on commence à régler des frais de télétravail, il ne faudrait quand même pas que ce soit considéré comme du salaire. Et donc, c'est là que l'URSSAF est quand même un peu intervenu pour aider les employeurs et à laisser, on va dire, ouvert deux options aux employeurs. Donc, soit l'employeur paye au réel, donc ça c'est vraiment le cas du salarié qui vient vous justifier de sa ramette, de sa quote-part Internet, voilà, c'est vraiment le cas un petit peu théorique où le salarié arriverait à très bien justifier un décompte précis de frais. Dans ces cas-là, vous pourriez le rembourser et ce serait bien déductible au sens de l'URSSAF. Après, c'est tout à fait déconseillé d'opter pour cette méthode parce que c'est une usine à gaz. Vous ne pouvez pas aller compter les papiers, le temps, etc. de chaque salarié. Cette option des frais au réel, elle est quasi inapplicable en pratique. Donc c'est pour ça que l'URSSAF a proposé une autre option qui est une indemnisation en fait du télétravail de manière forfaitaire. Et l'URSSAF nous dit, pour un salarié qui fait 1 jour de télétravail par semaine, vous pouvez lui payer 10 € de frais de télétravail de manière forfaitaire. Et moi, j'accepte ça, je dis que c'est déductible. Donc, ça veut dire qu'un salarié qui va travailler 1 jour par semaine, il va pouvoir avoir 10 € de frais, 2 jours par semaine, 20 €. Et donc, un salarié qui est full télétravail 5 jours par semaine, ce sera le maximum 50 € par mois de frais de télétravail payés par l'employeur au salarié. Et ça, ce sera déductible par l'URSSAF. Donc, voilà un peu les règles en matière de frais. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez compris que nous, notre conseil en tant qu'avocat, c'est de ne pas faire l'impasse sur cette question des frais et de basculer sur un forfait URSSAF pour simplifier la gestion de cette question des frais, finalement. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre support juridique d'origine, on peut s'intéresser à comment va se passer le télétravail, enfin, l'exécution du télétravail sur le plan juridique, et notamment en matière de temps de travail. Donc, il y a quelques grands principes à avoir en tête.
et qu'il est bon aussi, généralement, de remettre dans la charte sur le télétravail ou l'accord sur le télétravail pour que les salariés aussi l'aient bien en tête. Parce qu'il est toujours bon de rappeler que même en télétravail, les temps de repos et les durées maximales de travail restent applicables. Ce n'est pas parce qu'on est en télétravail que je peux travailler de 7 heures à 23 heures. Donc, j'ai toujours mon repos quotidien de 11 heures entre 2 jours de travail et j'ai toujours mes durées maximales de travail. C'est généralement 48 heures par semaine, etc. Ça s'applique aux télétravailleurs. Les heures supplémentaires, c'est la même chose. Les salariés sont soumis aux mêmes règles concernant les heures supplémentaires, à savoir qu'elles doivent être autorisées par l'employeur et qu'elles sont décomptées par semaine, etc., en dehors de leur horaire de travail habituel. Donc ça, c'est quand même bon de rappeler aux salariés que c'est la même chose, notamment les salariés qui sont soumis à des horaires de travail. S'ils veulent travailler plus le jour où ils sont en télétravail, eh ben, ils appliquent le système habituel au sein de la société. Généralement, ils en informent leur manager, etc. Ils tiennent un décompte. On applique les mêmes règles aux télétravailleurs. Pareil, en termes de charge de travail, il n'y a pas de raison d'augmenter la charge de travail ou l'émission du salarié. Donc, on reste dans ce qui se fait habituellement avec le contrat de travail. En revanche, vous avez une obligation supplémentaire qui est que chaque année, vous devez organiser un entretien avec le salarié pour discuter en gros de ses conditions de télétravail. Donc, ça peut se faire au moment de l'entretien annuel, mais ça doit se formaliser. Donc, ça veut dire que quand vous avez des salariés en télétravail régulier, vous dédiez 10 minutes de l'entretien annuel à la discussion sur la charge de travail, les conditions d'activité, etc. Et puis, vous l'indiquez dans le compte-rendu de l'entretien annuel qui est remis aux salariés. Comme ça, vous pouvez justifier que vous avez réalisé cet entretien et que vous avez respecté vos obligations. Et ensuite, il y a un dernier point relatif au temps de travail qui, pour le coup, est spécifique aux télétravailleurs. C'est que quand vous formalisez votre accord sur le télétravail, le Code du travail vous impose de définir des plages horaires pour joindre le salarié. Donc ça a deux intérêts. Un, c'est pour respecter qu'il y ait un droit à la déconnexion comme tout salarié. Et deux, c'est aussi pour pouvoir s'organiser en tant qu'employeur et pour pouvoir savoir quand est-ce que vous pouvez fixer une réunion avec le salarié, quand est-ce qu'on peut faire une réunion d'équipe, etc. Donc, concrètement, ça veut dire que quand vous mettez en place le télétravail, dans l'avenant que vous allez signer avec le salarié pour matérialiser son accord, si c'est un salarié aux 35 heures qui a des horaires de travail, on va dire standard, je ne sais pas, 10 heures, 18 heures avec une pause déjeuner, eh bien, vous pouvez définir, généralement, on fait 2 heures de plage horaire le matin, 2 heures de plage horaire l'après-midi, où le salarié est obligé d'être disponible à ces heures-là. Donc, vous savez que vous pouvez positionner des réunions ou des appels téléphoniques sur ces créneaux. Et après, le reste du temps, le salarié est libre de s'organiser tant qu'il respecte son temps de travail journalier et les temps de repos et autres dont on a discuté. Donc, ces plages horaires de contact du salarié, évidemment, elles doivent être au maximum égales à la durée du travail du salarié. Vous ne pouvez pas imposer des plages de disponibilité plus grandes que l'horaire normal de travail du salarié. Et généralement, on laisse un peu de flexibilité et elles sont un peu plus petites. Je vous dis, c'est 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Comme ça, le salarié a un petit peu de flexibilité dans sa journée de travail en dehors de ces périodes. Concernant l'équipement à fournir aux télétravailleurs, vous n'avez aucune obligation légale à ce sujet, mais nous, notre conseil, c'est que c'est vraiment que l'employeur fournisse le matériel aux salariés. D'abord parce que ça évite bien des débats sur la question des frais, parce qu'après, si un salarié achète un ordinateur, il peut venir nous dire que c'est professionnel puisqu'il fait du télétravail. Donc, limitez les risques, fournissez, équipez vos salariés en télétravail d'un ordinateur, d'un téléphone, éventuellement d'une imprimante. Et aussi, l'enjeu qu'on oublie trop souvent sur cette question de la fourniture du matériel par l'employeur, c'est tout ce qui va concerner d'abord la protection des données, la sécurité, la confidentialité des données. Parce que vous, en tant qu'employeur, vous avez les mêmes obligations en termes de sécurité des données de vos clients, de vos fournisseurs qui passent sur les boîtes mail, etc., pour un salarié en télétravail que pour un salarié en présentiel. Donc, si vous voulez respecter vos obligations en matière de protection des données, RGPD, etc., vous avez plutôt intérêt à ce que le salarié ait son propre outil, comme ça vous maîtrisez
les règles de communication et de gestion de ces données. En l'absence d'indemnisation spécifique, j'en ai parlé, c'est que si vous ne fournissez pas le matériel, vous avez plus de chances que le salarié vous formule une demande de remboursement. Et ensuite, il y a un troisième point important, c'est que vous, en tant qu'employeur, vous ne pouvez accéder au matériel d'un salarié. Par exemple, si vous avez des soupçons d'activité déloyale ou que vous avez, pour une raison X ou Y, besoin d'accéder au matériel du salarié, vous ne pouvez le faire que si c'est un matériel professionnel. Donc, si le salarié travaille de chez lui depuis un ordinateur personnel, vous ne pourrez jamais, en tant qu'employeur, y accéder. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important d'anticiper tout contentieux, de fournir le matériel professionnel. Comme ça, vous avez un droit pour le récupérer les données qui sont dessus et les outils, finalement, de travail dont vous pouvez avoir besoin. Donc, c'est pour toutes ces raisons que c'est vraiment important d'équiper vos salariés en tant qu'employeur et de ne pas faire l'impasse sur ce point. Alors, autre sujet propre au télétravail pour le coup, c'est comment je contrôle l'activité de mon télétravailleur sur le plan juridique. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Donc, sur cette question, on raisonne sur le plan juridique autour d'un certain nombre de principes généraux du droit du travail qu'on va ensuite décliner en matière de télétravail. Donc d'abord, je suppose que les employeurs le savent, ils ont en tant qu'employeurs un pouvoir de direction sur le travail de leurs salariés, donc ils peuvent leur donner des instructions et ils peuvent en contrôler l'exécution, c'est un principe général, sous certaines réserves qui sont la proportionnalité entre le but recherché et les restrictions que ça va apporter sur le plan individuel pour le salarié, et aussi sous la réserve de la loyauté et de la bonne foi. Je n'ai pas le droit de mettre en place des contrôles ou de donner des instructions juste pour embêter mon salarié sans qu'il y ait un intérêt pour son poste ou pour l'activité de la société. Donc j'ai un pouvoir de direction, mais qui doit être proportionné et loyal. Donc, une fois que j'ai dit ça, vous avez... Ouais, c'est ça. Ensuite, sur le process, pour mettre en œuvre, quand vous souhaitez mettre en œuvre un moyen de contrôle du télétravailleur. Qu'est-ce que vous devez faire? D'abord, vous devez bien sûr, et je dis bien sûr, mais trop souvent, ce n'est pas fait, informer les salariés au préalable, donc de quel est le type de contrôle auquel ils sont soumis et quelle est la finalité du contrôle. Donc ça, vous le faites par tout moyen, mais il faut le faire. Donc faites une note de service, un email à tout le monde, un accord d'entreprise si l'employeur le veut, mais toujours est-il que quand on met en place un moyen de contrôle des salariés, en l'occurrence des télétravailleurs dans notre cas, on informe les salariés. On informe aussi nos représentants du personnel si on les a, puisque ça impacte l'organisation du travail, et on vérifie qu'on respecte bien la réglementation, le règlement RGPD, et qu'en termes de collecte de données personnelles, confidentielles, etc., on est dans les clous. Quels peuvent être ces modes de contrôle, justement? Alors justement, la question, c'est que globalement, une fois qu'on a vu ces principes généraux, l'idée, c'est qu'une surveillance constante et permanente de l'activité du salarié, ça ne va pas être possible, parce que ça va être contraire à la proportionnalité, contraire à la loyauté. Donc typiquement, les modalités qui vont être interdites, c'est tout ce que j'ai mis sur le slide. Donc par exemple, le partage permanent d'écran, parce qu'on a des sociétés qui demandent aux salariés d'être en permanence audio ouvert ou vidéo ouvert quand ils sont chez eux. Et donc ça, c'est pas possible. On est dans le contrôle permanent, ça, c'est pas proportionné au but recherché. Donc ça, c'est pas accepté. Après, il y a tout ce qui est keylogger, c'est-à-dire installer sur le poste du salarié un petit outil informatique qui va enregistrer tout ce qu'il fait. Donc, c'est-à-dire chaque page ouverte, chaque mail envoyé, en gros, c'est ces petits logiciels un peu espions qui vont traquer tout ce qui se passe sur l'ordinateur du salarié. Ça, c'est pareil, on est dans le contrôle permanent et on ne va pas respecter le critère de proportionnalité. Donc, ce type de contrôle-là, c'est déconseillé. Et après, on a encore des employeurs qui sont encore plus créatifs et qui vont demander des choses un peu contraignantes aux salariés, comme par exemple de devoir régulièrement faire une action pour démontrer sa présence. Donc, ça va être faire un certain nombre de clics par minute, prendre des photos de soi pour dire « je suis bien chez moi ». Enfin,
tout ce qu'on peut imaginer comme contrainte pour juste dire « coucou, je travaille », de manière permanente ou régulière sur toute la journée, ça c'est à bannir parce qu'encore une fois, là on n'est pas dans la bonne foi et dans la proportionnalité. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler toute l'égalité et l'activité du télétravailleur? Et bien, le plus simple, c'est de faire ce qu'on fait généralement pour un salarié en présentiel. Donc soit un système autodéclaratif des horaires de travail, si on veut quand même pouvoir suivre quelles ont été les plages de travail du salarié, etc. Donc, on peut demander au salarié de remplir ses horaires de travail chaque jour dans un fichier Excel et nous l'envoyer. Ça, c'est légitime. On peut aussi, si vraiment on a besoin de contrôle précis, on a des systèmes de pointeuses électroniques qui vont exister, où là, c'est comme une badgeuse sur site, mais c'est électronique. Donc, le salarié va pointer électroniquement, dépointer quand il arrête, etc. Donc ça, c'est un système de pointage classique. Ça peut se mettre en œuvre. Et après, on peut aussi plutôt essayer de contrôler par la quantité de travail en demandant, par exemple, un compte-rendu journalier d'activité sur ce que le salarié a pu faire dans la journée sur ses dossiers. Là, on contrôle par le contenu. Et là, c'est proportionnel. C'est voilà, dans ta journée, liste-moi les 5 principaux dossiers sur lesquels tu as travaillé. Ça, c'est possible. Parce que là, a priori, on est dans le cadre de la loyauté et de la proportionnalité. Voilà ce que je peux vous dire sur le contrôle aujourd'hui du télétravailleur. Je pense que c'est voilà, le dernier thème qui généralement pose question pour les employeurs quand on parle de télétravail, c'est qu'est-ce qui se passe en matière de frais de transport? Parce que du coup, les salariés sont chez eux. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, concrètement, sauf dispositions spécifiques dans vos structures, mais la règle légale générale, c'est que l'employeur doit, en quelque sorte, seulement prendre en charge 50% de l'abonnement au transport public. Donc, c'est 50% du pass Navigo en Île-de-France, 50% de l'abonnement TER dans telle ou telle métropole, quand le salarié utilise les transports en commun. Ça, c'est l'obligation de base de tout employeur qui a un salarié généralement sur site. Donc, partant de là, on adapte de manière assez logique cette règle au télétravail et on considère que quand on télétravaille par alternance, par demi-journée, par journée dans la semaine ou par journée dans le mois, on est tenu de prendre en charge l'abonnement habituel. C'est assez évident parce que de toute façon, le salarié doit le payer. Donc là, on ne peut pas s'affranchir de grand-chose en matière de frais de transport. La question peut se poser différemment quand vraiment on a un télétravail régulier et fréquent sur une période plus longue. Donc, quand on va avoir un télétravailleur qui va travailler sur une semaine complète, voire sur un mois complet, dans ces cas-là, on peut s'affranchir de cette prise en charge des frais de transport, mais uniquement si on a bien un télétravail en continu sur toute la période de l'abonnement et s'il n'y a aucun trajet domicile-lieu de travail qui est fait par le salarié. Si vous calez une réunion en présentiel sur site au milieu du mois, tant pis, le salarié est obligé de venir une fois, donc vous ne pouvez pas ensuite squeezer la prise en charge des frais de transport. Voilà. Mais effectivement, quand on a des abonnements à la semaine ou des abonnements au mois et qu'on est en complet télétravail sur la période, sur le principe, l'employeur peut s'abstenir de la prise en charge de l'abonnement. Après, ce n'est pas forcément une bonne idée d'aller faire des économies sur ces postes-là si on veut maintenir la paix sociale entre nos salariés. Mais dans certains cas particuliers où il y a un télétravail fréquent, etc., où la prise en charge n'a plus de sens, on peut envisager ce type de mesure tout en étant juridiquement dans notre droit en tant qu'employeur. Et dernière question souvent qui intéresse les salariés comme les employeurs, c'est quid des tickets restaurants? Je suis en télétravail, habituellement j'ai des tickets restaurants, est-ce qu'ils me sont maintenus? Et donc là, ce que nous disent les accords interprofessionnels, la jurisprudence et donc la Cour de cassation, c'est que évidemment le télétravailleur a les mêmes droits que les salariés en présentiel. Donc concrètement, quand on a 2 demi-journées avec une pause et que les salariés sur site ont un ticket restaurant, les télétravailleurs doivent l'avoir également. À partir du moment où ils ont le même format d'organisation, on maintient les tickets restaurants. La seule
Le seul aménagement qui est autorisé par la Cour de cassation, c'est que, en gros, les tribunaux admettent une tarification différente en fonction de l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail. Donc, à partir du moment où cette règle est possible, dans l'absolu, on pourrait envisager de minorer le montant des tickets restaurants pour les télétravailleurs, mais il faudrait faire un barème en fonction de l'éloignement domicile-lieu de travail et pas juste un régime spécial télétravailleur. Donc, on dirait c'est 5 € si vous êtes à moins de 5 minutes et puis 9 € si vous êtes au-delà. Et les télétravailleurs de fait passeraient dans la version réduite. Mais sur le principe, si vous ne mettez pas en place ce type d'aménagement, les tickets restaurants, vous les maintenez dans les mêmes conditions pour tout le monde, télétravailleurs ou pas. Je pense qu'on est au bout du plan juridique. Donc finalement, on abordera les questions de manière globale après l'intervention d'Emmanuel qui va commencer. Merci, Maître. Bon, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Je suis Emmanuelle Chanioufi. Moi, je suis conseillère privée en voyage depuis maintenant plus de 20 ans, puisque j'ai fait partie de la première entreprise en France à vouloir instaurer l'agent de voyage à domicile. Et il fallait savoir qu'à l'époque, il y avait quand même déjà 65% des agents de voyage en Amérique qui travaillaient à domicile. Donc, bon, on a quand même pas mal de recul sur cette manière de travailler. Et je suis aussi maintenant formatrice tourisme chez Travel Class, puisque par les temps qui courent, il vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc. Donc, en fait, dans les slides qui vont suivre, on va tout d'abord aborder le télétravail par rapport aux employés qui travaillent dans des entreprises, mais également par rapport à des personnes qui sont à leur compte en télétravail, puisqu'il y en a quand même de plus en plus. Et on abordera aussi toutes ces slides du point de vue des employeurs qui emploient des employés en télétravail et du point de vue des employés qui travaillent en télétravail. Donc bon, il faut mettre, comme on dit, de côté l'idée négative et cliché du télétravail. Hein, il faut savoir qu'on est quand même réellement dans une activité professionnelle et il ne faut pas sous-estimer les personnes qui travaillent en télétravail parce que c'est souvent le cas. Si on n'a pas d'espace vraiment dédié dans son domicile, on est un peu dérangé, on va dire, par les enfants qui veulent nous déranger, pour ceux qui en ont, par le conjoint ou la conjointe. Mais il faut quand même savoir que c'est un vrai travail, une personne qui travaille en télétravail consacre 48 minutes de plus à sa profession. Bon, la personne qui est en télétravail à son compte, ça c'est différent, on en parlera un peu plus tard, puisque bon, elle ne compte pas ses horaires, hein, comme tout employé qui est en télétravail. Pendant le confinement, on a pu voir que pas mal de managers ont constaté que le télétravail leur avait permis de maintenir leur activité sans avoir d'impact négatif. Je parlais ce matin avec une personne qui n'est pas dans le tourisme, bien entendu, mais qui me disait que ses chiffres à elle avaient explosé parce qu'elle était vraiment plus au calme, plus centrée sur son travail, moins dérangée. Après, on sait aussi très bien que le télétravail n'est pas adapté à tous les métiers, à tous les profils. Ce n'est pas tout le monde qui a le caractère pour rester travailler à domicile sans voir ses collègues, sans avoir de sociabilisation. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. On le reprendra un petit peu plus tard. Il y a des personnes qui sont plus performantes pour travailler en télétravail et d'autres qui ne le sont pas du tout. Concernant pendant la crise du Covid, on a pu voir quand même que c'était une opportunité pour certaines entreprises d'avoir des personnes en télétravail. Ça, on le verra un peu plus loin, parce qu'ils ont pu développer la création de certains de leurs employés. Camille, il faut que tu slides, s'il te plaît. Donc, il faut savoir que pour les employés en télétravail qui ont une entreprise qui existe toujours physiquement, le fait de travailler en télétravail peut être proposé donc ponctuellement ou en permanence. Bon, on s'est bien rendu compte avec l'habitude que l'idéal serait de faire 2 jours ou 3 jours de télétravail et de consacrer 2 jours à être en présentiel pour les entreprises du moins qui ont des locaux.
Et c'est très important donc de revoir tous ses collègues et de pouvoir participer à toutes les réunions d'équipe en présentiel. On se rend compte aussi qu'en télétravail, on cible mieux les réunions, elles sont plus efficaces et qu'il y a beaucoup moins d'interruptions ou d'interventions et on arrive à avoir de meilleures décisions quand on est en réunion en télétravail. Camille ? Alors, les indispensables du télétravail, on va prendre le côté employeur tout d'abord. Il faut que les employeurs, ça c'est important, ne perdent pas confiance en leurs employés. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'il y a une diminution de loyauté envers leurs employés parce qu'ils ne les ont pas sous les yeux ou sous la main. Il ne faut pas aussi qu'ils oublient que leurs employés ont besoin de ne pas ressentir une baisse du sentiment d'appartenance à l'entreprise. Ça, c'est très important parce qu'ils peuvent très vite se démotiver. On n'a pas de cadre, on n'est plus dans nos habitudes, on ne voit plus ses collègues, donc ça, c'est vraiment important. Bien entendu, il y a le respect des règles et de l'organisation. Et l'employeur doit faire aussi très attention à ne pas manquer de leadership envers ses équipes. Il doit toujours rester le manager, que ce soit pour les équipes en présentiel, que ce soit pour son employé qui est en télétravail. Du côté du salarié, disons qu'il a pas mal d'avantages que l'on va reprendre un peu plus loin. Moins de trajets, bien entendu, surtout pour les personnes qui résident dans de grandes villes. Il y aura moins de retard également pour la plupart d'entre eux. Il ne faut pas qu'ils oublient leur esprit d'équipe, il faut qu'ils l'entretiennent. Et il ne faut pas que, s'ils ressentent des difficultés donc, à respecter les règles et l'organisation, il faut vraiment en parler avec un des responsables et essayer de résoudre ce problème qui est primordial et beaucoup plus important quand on est à distance. Donc là aussi, du côté de l'employé, attention à ce qu'il ne ressente pas l'absence de leadership de la part de son responsable. Alors, l'avantage des inconvénients du télétravail, ou on peut dire aussi les inconvénients de ses avantages, parce qu'il y en a des deux côtés. Le télétravail permet aux organisations de mieux se positionner face à la concurrence. Bon, du point de vue d'un dirigeant, il peut recruter de meilleurs talents parce que, bien sûr, il n'a plus besoin de choisir ses futurs employés aux environs de son entreprise, mais il a toute la France et également tous les pays francophones sous la main. Donc, le bassin de candidats est vraiment beaucoup plus large. Il faut faire attention, et ça, franchement, j'attire vraiment l'attention de tout le monde sur ça, au sentiment de solitude que peut ressentir un employé qui est en télétravail. On appelle ça aussi le syndrome de la cabane. Bon, les gens qui se sont mis en télétravail par obligation depuis les 2 confinements, ceux qui ont été parachutés dans le télétravail et qui n'avaient pas du tout l'habitude de ça, ont vraiment ressenti ce sentiment de frustration parce que ça amplifie vraiment les dimensions négatives de son poste. Il faut faire attention également à la relation qu'on avait avant envers son employeur, parce que le télétravail et la distance peut aggraver ce problème plutôt que de le résoudre. Il ne faut pas dire aussi que les personnes qui sont en télétravail, excusez-moi, les personnes qui sont en télétravail fuient le travail. Ce sont des personnes qui, au contraire, doivent prouver plus que les autres qu'elles travaillent. Comme disait tout à l'heure Camille, il faut vraiment montrer faire preuve de beaucoup plus de flexibilité et de présence, tout en étant à distance. Après, il y a aussi l'avantage pour les employeurs quand on emploie quelqu'un en télétravail, quelqu'un qui est à distance dans un autre pays, que ce soit francophone ou autre, de se synchroniser avec des équipes, du moins dans le tourisme, qui sont en Asie, en Amérique, où il y a des décalages horaires. Donc ça peut être aussi un atout d'engager des personnes qui sont dans d'autres pays et qui sont à distance. Alors, un télétravailleur, il doit être joignable partout, mais on en a parlé tout à l'heure, mettre en place certaines plages horaires. Il ne faut pas que l'employeur, bien entendu, déborde sur ce sujet-là. Il n'y a pas, bien sûr, toutes ces histoires de trackers, de keylogger dont parlait Camille à mettre en place pour pister ou pour traquer son employé. Les avantages pour le télétravailleur, c'est bien entendu aussi de gagner du temps pour lui. Il y a une diminution de la circulation pour se rendre à son lieu de travail.
Il peut profiter de ce temps justement pour son point de vue personnel, pour faire un peu de sport avant de partir ou entre midi et deux, chose qu'il n'aurait peut-être pas le temps de faire quand il dépend d'une entreprise avec des horaires. Et puis aussi, bien entendu, ça a un impact sur les émissions de CO2, le fait qu'il y ait beaucoup moins de personnes qui se déplacent comme c'est le cas. On a remarqué aussi qu'il y avait quand même une baisse, bien entendu, du taux d'absentéisme et de retard, et que la plupart des gens qui étaient en télétravail avaient une meilleure productivité et une meilleure qualité de leur travail. Pour l'employeur, bien entendu, ce n'est pas celui qui va choisir la solution du télétravail comme en ce moment avec le confinement, c'est celui qui va décréter qu'il a tant d'employés en télétravail. Cela, à la fin, bien entendu, diminuera ses frais liés à l'immobilier. Camille. Alors, du côté de l'employeur, il a des obligations à retenir et à fournir à ses employés. Donc, bien entendu, mettre toujours à jour les rétro-plannings. Ne pas oublier qu'il y a des actions qui sont attendues de la part de l'employé. S'occuper, bien entendu, des transferts d'appels, de mettre en place des horaires de travail, des plages horaires. Il faut des comptes rendus quotidiens pour que le télétravailleur ne se sente pas complètement oublié et pour que, comme on disait aussi tout à l'heure, l'employeur sache exactement ce que fait son employé. Matériel mis à disposition d'ordinateurs, on en a parlé également tout à l'heure. Il y a une importance des documents partagés, donc d'où l'utilisation d'un cloud et d'un drive, ce qui fait que tout le monde a tout à disposition puisqu'on n'a plus son collègue à côté ou son responsable. Travailler par chat, peut-être un peu plus. Aussi privilégier les appels, on va dire, entre collègues en visio plutôt que d'envoyer des messages ou d'envoyer des mails. On a besoin de se voir, on a besoin de travailler, de se voir un petit peu, on va dire, physiquement, même si c'est à distance. Des fois, même, nous travaillons en laissant ouvert la caméra, histoire de dire, je suis à côté de mon collègue ou de ma collègue. Ça, c'est important. Et donc, toujours faire aussi des réunions en visio en fonction de l'organisation de l'entreprise, au quotidien et à heure fixe. Du côté du salarié, les mêmes obligations et les attentes, c'est d'essayer donc de se dire, je vais travailler, je ne suis pas à la maison, je dois m'habiller, pour les femmes, je dois me maquiller, j'ai des horaires à tenir. On a vu pendant le confinement, certains télétravailleurs, je ne parle pas dans le tourisme, ils ont sorti certaines tenues où il y avait une chemise en haut et un pyjama en bas, donc essayer de ne pas rentrer là-dedans, parce qu'on se laisse très vite déborder, de travailler ou pieds nus ou en tongs, suivant la période à laquelle on est. C'est important donc d'être habillé, maquillé, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir une visio, que ce soit avec toute l'équipe ou avec les clients, bien entendu. Savoir maintenir sa capacité d'attention et de concentration, ça aussi c'est très important. Ne pas oublier d'avoir son matériel ou le mieux, comme on disait tout à l'heure avec Camille, que ce soit l'entreprise qui le fournisse. Avoir un espace de travail dédié. Alors ça, c'est vraiment le plus important. Alors bien entendu, l'idéal serait d'avoir une pièce supplémentaire ou un bureau où on peut s'enfermer, où on peut être tranquille, sans être dérangé par les personnes qui sont à la maison. Si on a des enfants en bas âge, ça tout le monde aussi a pu le remarquer pendant le confinement, on voyait beaucoup de Parisiens, je prends l'exemple de Paris parce que tout le monde sait que les logements sont chers et quand même assez petits. En province, ça peut être différent, mais beaucoup de Parisiens qui ne savaient plus trop où travailler, qui prenaient un petit bout dans une de leurs pièces. Donc, l'idéal, ce serait vraiment d'avoir une pièce à part et de mettre on va dire des critères, de définir des critères avec sa famille. Quand tu vois, par exemple, que j'ai mis un panneau sur ma porte, dire à son enfant, surtout quand ils sont jeunes, quand ils sont grands, on a moins ce problème, je ne suis pas disponible, quand je retourne ce panneau, je suis disponible, tu peux venir me déranger. Mais autrement, je suis comme si j'étais au travail. Autrement, on n'arrête pas de la journée, ça c'est clair. Les réunions en visio au quotidien, ça aussi, c'est très important. Et surtout aussi faire des pauses.
Bon, faire des pauses aussi, pourquoi? Parce que quand on est en télétravail, bon, bien entendu, on ne se lève pas le matin pour courir ou prendre sa voiture ou aller courir dans le métro, monter et descendre des escaliers. Et au bout d'un moment, faire certains horaires fait qu'on n'en peut plus, quoi. On est tout le temps, on a mal au dos. Donc, vraiment, il y a une ergonomie de son espace de travail qui est très importante à respecter. Avoir du matériel adéquat et surtout donc faire ces pauses qui sont nécessaires de temps en temps quand vous avez un client au téléphone ou un collègue au téléphone. Il faut se lever, il faut marcher pendant qu'on téléphone si ça ne nécessite pas qu'on soit devant l'ordinateur. Mais ces pauses-là sont aussi très importantes. Et donc, du coup, de l'œil des deux, donc de l'employeur et du salarié, il faut faire très attention à l'automatisation des documents. Dispatcher les rôles pour qu'il y ait une meilleure cohésion entre l'équipe et les échanges entre tout le monde et les responsabilisations. Camille. Voilà, en gros, en fait, le télétravail, ça permet, grâce à toutes les technologies dont on dispose à présent, de mieux concilier, on va dire, le temps de vie personnel et le temps de vie professionnel, et tout en ayant un impact, on va dire, positif sur l'environnement. Ça permet aussi de signer des contrats, même si on est à distance, sans problème. Moi, il m'est arrivé, même en travail, parce que même en étant en vacances, de signer des contrats parce que toutes les technologies nous permettent de le faire. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un bureau avec toutes les habitudes que l'on a quand on est en présentiel qu'on peut ne pas y arriver. Voilà. Merci Emmanuel, merci Camille. Alors, je n'ai pas eu de questions dans le chat, on n'est pas très nombreux dans ce webinaire, donc j'invite ceux qui veulent prendre la parole à ouvrir leur micro et à poser leurs questions. Ah si, première question de Laetitia qui demande quelle est la responsabilité de l'employeur en matière de santé au travail, par exemple sur l'ergonomie d'un poste de travail ou de la sécurité à domicile. Alors, encore une fois, je pense que ça, c'est plutôt une question juridique, on va dire. Sur cette question-là, vous avez les mêmes obligations qu'un salarié classique. Juste concernant la sécurité à domicile, il y a une petite chose qui me vient en tête, c'est ce dont on a parlé, c'est que vous avez, en fait, souvent on ne le sait pas, mais l'employeur en matière de sécurité a une obligation spécifique qui tient aux installations électriques, donc normalement de ses locaux. Et quand le salarié est en télétravail, il a cette même obligation. Sauf que c'est difficile pour l'employeur d'aller vérifier les installations électriques de chaque salarié en télétravail. Donc, c'est pour ça qu'on a ce mécanisme d'attestation sur l'honneur où le salarié lui-même confirme que ces installations électriques sont aux normes. Donc, comme ça, l'employeur, lui, est couvert en termes de sécurité. Et après, la question plus générale sur l'ergonomie du poste de travail, etc., on n'a pas plus d'obligations à ce niveau-là. Après, évidemment, c'est sous réserve d'une intervention de la médecine du travail qui donnerait des consignes spécifiques pour un salarié qui aurait une telle ou telle pathologie. Et dans ces cas-là, les consignes devraient être appliquées tant sur site qu'en télétravail. Donc ça, c'est des choses qu'il faudrait voir un peu au cas par cas et qu'il faut formaliser quand la situation se présente. Après, il faut être logique, je crois. Peut-être que c'était l'esprit de la question de Laetitia. Je suis salarié en télétravail, je lance une machine à laver entre deux appels téléphoniques, je vais étendre ma machine à laver, il y a une fuite, ça glisse dans ma salle de bain, je glisse dans ma salle de bain, c'est pas un accident du travail, j'imagine. Alors, le truc, c'est que la réglementation en matière d'accident du travail, de mémoire, c'est la même que pour un télétravailleur normal. Donc, il y a une présomption quand on est sur l'horaire de travail. Donc, et comme en plus, c'est difficile et qu'il n'y a pas de caméra dans la maison, vous êtes tombé dans votre salle de bain. Alors, j'ai rien à faire dans ma salle de bain. Non, mais le truc, c'est que si vous, en fait, derrière, vous allez avoir un arrêt de travail et une pathologie du dos, difficile de savoir si vous êtes tombé dans votre salle de bain ou dans votre bureau ou ailleurs. Donc, c'est vrai qu'il y a une présomption de base quand il vous arrive quelque chose, que vous êtes en télétravail régulier sur vos horaires de travail, que c'est bien un accident du travail. Et après, c'est à l'employeur d'apporter la preuve contraire. Donc, c'est vrai que si le salarié
a en quelque sorte avoué, admis ou expliqué qu'il était en train d'étendre domicile, je pense qu'on va pouvoir s'extraire de cette réglementation. Mais en pratique, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on voit venir un arrêt de travail ou un médecin qui fait des constatations médicales. On ne sait pas dans quelles conditions ça s'est passé exactement. Et donc, il y a une présomption d'accident de travail à partir du moment où c'était à telle heure en télétravail sur le temps de travail. Donc, c'est pas forcément aussi évident que ça, la question ce type d'accident à domicile. Il faut quand même retenir en tant qu'employeur qu'à partir du moment où ça se passe au domicile, sur le temps de travail, un jour de télétravail, c'est la même présomption que dans la société. Eric nous demande la possibilité d'avoir des stagiaires en télétravail. Là, honnêtement, je ne me suis jamais penchée sur la question spécifiquement. Encore une fois, à mon avis, c'est pas conseillé dans le sens où je ne vois pas comment. Enfin, c'est difficile de maintenir l'encadrement et l'objectif du stagiaire, c'est d'apprendre par l'exemple. Donc, un stagiaire, il ne suffit pas de le manager, ce qui peut être fait à distance comme certains salariés. C'est vraiment un apprentissage, une correction. Donc, je pense que si on met un stagiaire en télétravail fréquent, régulier, etc., on peut considérer qu'on est en dehors de nos obligations qui sont un peu générales et qui découlent de la convention de stage, de formation et d'accompagnement. Après, sur le principe, au cas par cas, en fonction des besoins, c'est vrai que si toute l'équipe est en télétravail un jour par semaine le vendredi, pas faire venir le stagiaire tout seul le vendredi. On peut le mettre en télétravail en faisant un petit avenant dans les mêmes conditions qu'un salarié et en faisant une attention particulière à tout ce dont parlait Emmanuel sur la solitude, la visio régulière, etc., pour particulièrement bien chouchouter ce salarié-là en télétravail. Mais dans la je précise un peu ma question. En fait, moi, je suis nativement en télétravail, c'est-à-dire je travaille de chez moi déjà. Donc, en fait, vous ne pouvez pas accueillir stagiaires, parce que je n'avais pas accueillir les stagiaires chez moi, mais j'ai une entreprise. Donc, avec l'ouverture du télétravail à tous les salariés, ma question, c'était maintenant, est-ce que ça devient possible, ouvert, d'avoir un stagiaire qui sera loin, en fait? De toute manière, je n'aurais pas pu accueillir de stagiaires précédemment. Oui, je comprends. Je réfléchis quel est le risque, en fait, on va dire, côté employeur, si vous décidez de faire ça. Sur le principe, si vous justifiez bien d'avoir, déjà si c'est clair, c'est par écrit et le stagiaire est d'accord, ce sera plus difficile aussi pour lui ensuite de venir soulever une contestation. Et puis après, si de votre côté, il y a un vrai encadrement, un planning de travail, des rendez-vous à l'extérieur que vous faites ensemble, etc., sur le principe, pourquoi pas? Pour moi, il n'y a pas d'interdiction légale, mais il y a quand même une petite incompatibilité de raisonnement encore en ce moment. Mais si on pallie ces difficultés-là, je ne suis pas plus choquée que ça sur le plan juridique. Alors justement, il y a Maud Fabulet qui demande la parole et qui m'indique en message privé qu'elle accueille des stagiaires en télétravail en ce moment. Maud, est-ce que tu peux nous faire un rapide retour d'expérience? Bonjour à tous. Alors, je pense qu'elle va peut-être pouvoir aussi donner son avis. Il y a Valentine qui doit être avec nous, du coup, qui est en télétravail. Donc, c'est ma stagiaire depuis… En téléstage. En téléstage. Allez, on va dire en téléstage depuis un peu plus d'une semaine. Une semaine et demie. Donc, c'est pour 5 semaines au total. J'ai déjà eu 2 stagiaires également en distanciel au mois de décembre. Donc, en fait, elles sont à Rennes et moi, je suis dans le Finistère. J'ai une agence physique, mais bon, voilà, comme on n'avait pas le droit d'accueillir du public, après, on a eu le droit, après, voilà. Donc, au départ, on avait fait en distanciel et du coup, moi, c'est dans la convention de stage. C'est signé avec les écoles. Et puis, en fait, j'ai fait une petite fiche de mission, en fait, au départ à Valentine, comme j'avais fait à Inès et puis à Marine. Et en fait, c'est vrai qu'on a un groupe sur Messenger et puis voilà. Puis je leur ai fait une adresse dédiée. Puis Valentine, tu vas pouvoir dire si ça se passe bien, enfin bien ou pas. Oui, tu vas pas dire le contraire, mais si tu peux, parce que tu en penses toi aussi, parce que c'est nous du côté employeur, c'est bien, mais c'est vrai que du côté stagiaire, ça peut être compliqué. Alors déjà, désolée parce que du coup, ma caméra sur mon ordinateur ne marche pas très bien, donc je ne peux pas l'activer.
Mais écoutez, pour l'instant, ça se passe très bien. Et c'est vrai que c'est du coup ce qui m'intéresse dans le stage en télétravail, c'est que déjà, comme a dit Maud, j'ai une fiche avec les choses à faire. Donc du coup, en fait, ça me permet de m'organiser et de travailler de manière plus pertinente, dans le sens où, par exemple, le matin, je vais me concentrer sur telle tâche et l'après-midi sur une autre. Enfin, j'ai plus de flexibilité et du coup, ma créativité, j'ai l'impression qu'elle est plus pertinente, quoi. Donc non, franchement, ça reste une bonne expérience. Enfin, Après, je tout le trouve ça monde n'est bien. pas apte à faire ça, hein. Oui, mais Voilà. bon, pour moi, c'est vrai que pour l'instant, tout va bien, hein. Il n'y a pas, il y a pas de, voilà, il y a pas de problème que j'ai pu relever. Donc, Eric, tu vois, tu peux prendre quelqu'un en stage. Non, mais c'est ça, hein, la clé, c'est de le formaliser, se mettre d'accord, et puis après, pas laisser le stagiaire dans la nature. Donc, partant de Ouais, là, puis je pense que la situation a un peu évolué par rapport à il y a un an. On n'aurait pas, se serait pas posé ce genre de questions il y a un an, quoi. Voilà, mais maintenant, oui, ça devient assez évident qu'il y a des opportunités également pour les étudiants à ce niveau-là. Mais les écoles demandent aussi, hein, justement, en téléstage, nous demandent de plus en plus, hein, les écoles. Moi, c'est l'école qui m'a sollicité, en fait, pour savoir si, justement, on pouvait faire en distanciel parce qu'ils ne trouvaient pas d'entreprise, en fait. Dans le tourisme, c'est très, très dur en ce moment et c'est vrai que, voilà. Eric, tu dois avoir raison que les mentalités changent parce que moi, j'avais un élève du lycée hôtelier de Nice qui m'avait contacté pour faire un stage. J'ai accepté. Et par contre, c'est le lycée hôtelier, ça c'était il y a 1 an et demi, qui a refusé parce que j'étais à domicile. exactement. Donc à l'époque, déjà dans la mentalité, c'était pas ça. Avant, ça aurait été compliqué de le formaliser avant dans la convention de stage. Du coup, ça vous mettait plus en difficulté en tant qu'employeur. Maintenant que les écoles sont plus souples, faut peut-être saisir l'occasion. Et aussi, si je peux me permettre, c'est vrai qu'avec avec le premier confinement, du coup, on était tous en télétravail, enfin, on avait nos cours en visio, et du coup, ça nous a aussi appris du coup à être plus autonomes et à apprendre par nous-mêmes. Et du coup, c'est vrai que si on a une question, par exemple, si j'ai une question, je demande à Maud, et voilà, du coup, ça développe aussi une certaine autonomie dans le travail. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de plus en plus possible, quoi. Alors, Malika pose merci Valentine, merci Maud pour ce retour d'expérience. Malika pose une question. Dans le cadre d'un contrat de travail, j'imagine, à l'étranger, quel est le cadre juridique valable? Donc, on imagine une entreprise en France qui embauche une personne qui habite en Belgique et qui va être en télétravail depuis Bruxelles. Donc, je suis employeur à Paris, ma salariée est à Bruxelles en télétravail. A-t-elle un contrat de travail français ou belge? Alors là, c'est difficile de répondre de manière générale à une telle question parce que déjà, le lieu de travail n'est pas l'unique critère. Donc, je pense que disons que l'apport que je peux faire là aujourd'hui, c'est de dire que partant du principe qu'on est sur un contrat de travail français, de droit français, donc ce qui va être le cas si vous êtes à 80%, si vous êtes une société française soumise au droit français, etc., et que vous prenez quelqu'un qui veut télétravailler depuis l'étranger, en gros, soit parce qu'il y habite, soit parce qu'il voudrait y aller ou qu'il voudrait y déménager, on va limiter à ce cas-là. Et encore, le truc, c'est que ça, pour le coup, c'est vraiment pour moi des situations qui sont encore à l'heure actuelle assez dangereuses parce que ce n'est pas forcément très bien réglé. Donc, on ne sait pas trop, en termes de contentieux, ce qui peut se passer derrière. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, il faut faire une distinction UE hors UE, parce qu'on n'a pas la même réglementation entre les règlements européens et les pays tiers. Mais au sein de l'UE, si vous avez la règle de base, je ne crois pas que, je n'ai plus le règlement en tête, mais il me semble bien que c'est ça, c'est qu'au niveau européen, on considère qu'en gros, le lieu de travail du salarié va déclencher son affiliation Sécu. En fait, en ayant un travailleur hors de France, on va déclencher tout un tas de problématiques et de complexités en termes de paie et d'affiliation qui c'est pas toujours facile de les gérer.
Donc, bon, dans les grosses boîtes avec des services RH développés, on a des gens qui ne font que ça, mais sur une petite structure, c'est plus compliqué à gérer d'avoir un salarié qui n'est pas affilié en France à l'URSSAF et à la Sécu, ou devoir se poser la question de son régime d'affiliation. Donc, moi, mon conseil, hors cas spécifique, c'est de refuser le télétravail en dehors de France. Donc, votre salarié qui vous dit qu'il veut télétravailler pendant ses vacances ou qu'il veut aller au Costa Rica 2 semaines pour télétravailler là-bas, moi, en tant qu'employeur, je vous dis non. Parce que je ne vais pas me mettre à risque sur 2 semaines, je ne vais pas le désaffilier de la France, je ne vais pas me soumettre pour une partie des règles au droit costaricain jusqu'à ce qu'il y ait. Donc, moi, je dirais que c'est des situations à risque. Et si c'est nécessaire, parce que dans votre activité touristique, ça peut se présenter, pour moi, il faut envisager une consultation spécifique sur cette question en fonction du pays concerné et de la situation de votre salarié. Quelle fréquence, où, quel est le pays, quel est le droit applicable. Et là, du coup, on est sur vraiment une réponse juridique plus structurée que ce que je peux faire là aujourd'hui. Merci, maître. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, c'est Maxime. J'ai levé la main virtuelle, mais je ne sais pas si… Ah, je ne t'ai pas vu. Ah si, ça y est, maintenant je le vois. Je te la baisse. Une petite main jaune. Voilà, désolé, je n'ai pas la vidéo parce que j'essaie de suivre 2 webinaires en même temps. Donc là, je suis avec mon téléphone. En fait, non, ce n'était pas une question, c'était un simple témoignage et partage d'expérience. Je suis moi-même télétravailleur, dirigeant d'une petite structure depuis pas mal de temps, maintenant depuis 6 ans. Et j'ai une employée qui travaille avec moi, une collaboratrice, depuis maintenant 5-6 ans, qui est en télétravail en fait. Et c'est avant tout ce que je voulais dire, c'est vraiment de la bonne intelligence. Et c'est ce qui a été cité dans la présentation, c'est vraiment de la confiance qu'il faut avoir en ses collaborateurs. Surtout en ces temps de crise, c'est particulièrement important. Et moi, je n'y vois que des avantages, et c'est le cas, je pense aussi de ma collaboratrice, en termes de flexibilité, de liberté, qui est un luxe que certains, effectivement, ont du mal à gérer, mais il y a pas mal d'avantages à ça. C'est réellement un gain de temps et un gain de productivité, puisque à l'époque, je travaillais à Bangkok, elle m'a rejoint, on a travaillé à temps plein dans un même bureau pendant 6 mois, et c'est au bout de ces 6 mois qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y a pas forcément d'intérêt à être dans un même bureau de 9h à 17h, 5 jours sur 7. Et c'est de là qu'on s'est dit qu'on allait travailler justement en télétravail et réduire d'ailleurs le temps de travail, ce qui lui a permis de travailler aussi pour une autre structure qui n'était pas du tout dans… il n'y a pas de conflit d'intérêt, mais voilà, elle travaille chez Air France, particulièrement à Bangkok. Et moi, je suis rentré en France depuis. Elle est restée en Thaïlande, elle est revenue en France, là, elle part sur Madagascar. Voilà, ça ne nous empêche pas de travailler ensemble régulièrement et d'avoir une to-do list. Et le but, c'est effectivement, moi, j'ai pas envie d'aller dans un bureau, je préfère une obligation de résultat, on va dire. Et ça se passe très bien comme ça. Donc voilà, je pense qu'effectivement, la crise a boosté le télétravail. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça a ouvert les yeux à des gens qui étaient très réfractaires à ce modèle. Et voilà, on n'est pas obligé non plus de bosser de chez soi. Et des coworking space, je pense que ce n'est pas Frédéric qui va me contredire, qui pullulent aujourd'hui et qui se développent sur des thématiques, notamment voyage, et qui sont super intéressantes. Et donc, si l'employé peut très bien aussi aller travailler de temps en temps dans un coworking pour rencontrer des gens, pour avoir une présence physique et pas rester forcément dans son salon avec les enfants à côté. Donc voilà, c'est juste un petit témoignage. Pour moi, c'est vraiment un lifestyle même avant tout, et dans lequel je ne vois que des avantages. Voilà. Avantages quand ça se passe bien, mais je pense que Camille nous dira que le droit, il est là pour arbitrer un conflit, que vaut mieux faire du préventif avec un avocat que du curatif, mais l'avocat peut intervenir à la fois en préventif et en curatif. Quand tout se passe bien, c'est génial. Quand ça se passe mal et que, par exemple, un salarié est licencié, on parlait, donc Malika posait la question pour un télétravailleur à l'étranger, quel va être le droit du travail qui va s'appliquer, quelle va être l'allocation de retour à l'emploi qui sera appliquée pour un salarié qui n'est pas en France et qui va devoir pointer au Pôle emploi de son lieu de domicile. Il n'y a pas de Pôle emploi à Bangkok ou à Madagascar. Bien sûr, non, mais voilà, il y a effectivement des aspects juridiques qui sont absolument importants, mais et en France, Dieu sait si on est très carré sur ces points-là, je ne le contredis pas, mais je voulais juste apporter cette touche de bon sens, tout simplement. De dire que il y avait quand même pas mal de points, et
Et ce n'est pas le point de vue forcément que de l'employeur, c'est aussi le point de vue de, je pense, même si elle n'est pas présente aujourd'hui, de ma collaboratrice. Voilà. Merci Maxime. On a une question intéressante de Laetitia qui a un petit peu étendu le concept de télétravail. Donc, pour moi, le télétravail, c'est à la maison. Mais on parlait d'espace de coworking à l'instant. Est-ce que si l'employeur n'a pas d'espace, n'a pas la possibilité d'avoir un espace de télétravail dédié? Donc, je pense aux petits appartements parisiens où on se retrouve en couple, à 2 télétravailleurs dans un espace où on a déjà du mal à respirer uniquement pour gérer sa vie privée. D'un seul coup, les conjoints sont en télétravail tous les deux, n'ont pas possibilité de s'isoler pour passer un coup de fil, par exemple, parce que l'appartement est tout petit. Est-ce que dans ces cas-là, le télétravailleur peut refuser, enfin le salarié peut refuser de télétravailler chez lui et donc imposer à son employeur de régler une facture d'espace de coworking, par exemple? Sur le plan juridique, en tout cas, c'est ce dont je parlais, c'est un point important. Il ne faut pas oublier, c'est que le télétravail, c'est un accord réciproque. Par principe, le télétravail, quand on n'est pas en situation de crise, c'est accord réciproque. Donc, si le salarié n'est pas d'accord, son employeur ne peut pas lui imposer. Donc, si je n'ai pas envie de télétravailler dans mon 20 mètres carrés, l'employeur ne peut pas m'y forcer. Sous la seule réserve, qui est une réserve dans le Code du travail, plus comment c'est formulé, mais en gros, c'est les cas, les circonstances exceptionnelles, les cas d'urgence, donc le Covid, par exemple. Donc là, typiquement, ces derniers mois, il faut qu'on fasse l'impasse dessus, sur cette notion d'accord du salarié, parce que le gouvernement a recommandé le télétravail à 100%, etc. Et donc là, on n'était pas dans un cas habituel, et l'employeur pouvait imposer le télétravail à ses salariés, mais justifié quand même par une sacrée bonne raison sanitaire. Si on se place hors Covid, parce que oui, on va en sortir, je ne peux pas imposer en revanche à mon salarié de télétravailler s'il n'est pas d'accord parce qu'il n'a pas les outils, le lieu adapté. Et après, est-ce qu'il peut lui m'imposer la prise en charge d'un espace de coworking? Je dirais qu'il faut raisonner en 2 temps. Si je n'ai pas envie de télétravailler, je peux exiger d'aller sur site. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de prise en charge de quoi que ce soit par l'employeur, mais par contre, il doit me réintégrer. Donc après, vous pouvez en profiter pour servir de ça comme un levier de négociation pour dire « Ok, je veux bien télétravailler, mais pas chez moi. Donc, prenez en charge une facture de coworking. » Mais il n'y a pas d'automaticité dans la prise en charge de l'espace de coworking d'un côté et dans l'acceptation du télétravail de l'autre. Donc après, on revient au bon sens dont on parlait tout à l'heure. Voilà. La règle de base, c'est que le salarié peut exiger de tourner sur site. Et puis après, si les 2 parties veulent en bonne intelligence conclure que payer l'espace de coworking, ça résoudrait le problème, très bien. Mais ce n'est pas une obligation. Merci. Alors, on avait beaucoup de questions juridiques. Là, on a une question qui va être plus pour Emmanuel. Dans la pratique du télétravail, comment tu imagines qu'on peut reproduire des échanges informels du style débat à la machine à café, d'où va germer une idée géniale, un échange sur un dossier qui ne peut pas forcément se faire par téléphone, et puis de façon générale, de ne pas se retrouver complètement coupé de ses collègues. Parce qu'il n'y a pas que des idées géniales à la machine à café, il y a aussi un sentiment d'appartenance à une entreprise, à une équipe qui ne va pas être forcément résolue uniquement par les cafés respire du mardi matin. Ben voilà, j'allais en parler. C'est en mettant en place justement ce genre d'événements. Bon, avant toi, avant Respire, il y en a d'autres qui l'ont mis en place, mais bon, les petites pauses café, faire un apéro en visio, bon, malheureusement, on n'a que la visio quand on est en télétravail. On va dire que hors période Covid, il y avait du télétravail, mais on se retrouvait avec les équipes sur des salons. On profitait de tous les salons pour se voir. On partait en éductour. Des fois, on se retrouvait sur des éductours. Donc, il y avait quand même des échanges physiques en présentiel en période hors Covid. Quand on est en ce moment où on ne peut même pas se déplacer, on n'a que la visio. Donc, c'est organiser vraiment des petits moments ludiques et calmes, comme ces apéros, ces petits déjeuners, et échanger de cette manière-là pour le moment. Mais après, il y a toujours ce mélange entre le présentiel et le fait d'être en télétravail qui fait que ça passe sans problème. Et après, le Covid a libéré… Ah, oui, pardon, je croyais que je t'ai coupé.
le Covid a aussi un peu libéré la créativité de développeurs et il y a pas mal d'applis un peu originales qui se sont développées ou qui permettent par exemple de faire matcher une fois par jour 2 salariés au hasard d'une même entreprise doivent se prendre un café et se bloquent un petit créneau en visio et donc c'est le logiciel qui automatiquement crée cette rencontre à heure fixe et donc tous les salariés à 15 heures savent qu'ils ont 10 minutes de créneau avec une personne qui est désignée aléatoirement. Enfin, après, voilà, mais on est toujours, comme dit Emmanuel, contraint par la visio. Il n'y a pas de solution miracle, mais après, on peut essayer de rendre ça un peu plus rigolo, un peu plus aléatoire. Et là, du coup, voilà, on peut faire émerger des super idées. Il est 16h18, on va clore ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci très spécialement à Emmanuel et Camille d'avoir accepté de le préparer et de l'animer ensemble. Je vous rappelle les prochains rendez-vous Respire tous les mardis matin 9h, tous un café à la main. Tous les jeudis 18h30, c'est aujourd'hui, c'est dans 2h10, avec un apéro à la main, alcoolisé ou pas alcoolisé, comme vous le voulez. Les autres webinaires sont annoncés sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez suivre Respire sur Facebook, sur LinkedIn et aller voir ou revoir nos précédents webinaires sur la chaîne YouTube de Respire. Et celui-ci, consacré au télétravail avec des aspects juridiques et des aspects pratiques, sera mis en ligne dans l'après-midi. Merci encore et à bientôt. Au revoir.